Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 l'hebdo. Tout de suite, les titres de ce vendredi 12 avril. Le grand débat national s'est achevé en 2 mois. Près d'1,5 million de Français y ont contribué. Le temps des conclusions est arrivé. Nous ferons le point dans les Yvelines avec notre chroniqueur. 16 000 cahiers de doléances ont été répertoriés. L'exécutif s'est donné jusqu'à la mi-avril pour faire connaître ses décisions. Pour parler de la fin de cette consultation, nous recevons le député La République En Marche de la première circonscription des Yvelines, Didier Bécher. Insertion professionnelle, agriculture ou encore visite des pompiers chez Enedis. Comme chaque vendredi, coup d'œil sur l'actualité de la semaine. Créer un lieu unique en France à Poissy de dimension internationale dédié aux arbitres et bénévoles de tout niveau et tout sport, c'est le concept du Centre national de l'arbitrage et du bénévolat de Poissy. Il est actuellement en préparation à l'initiative de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise et de la municipalité, propos recueillis par Patrick Jacques de Dixmude. On ne parle pas seulement de ce qui est le plus emblématique, entre guillemets, le football, de tous les arbitres, le handball, le basket, le judo. Tous les arbitres de France vont pouvoir élire domicile ici sur le territoire, dans un centre national de l'arbitrage. On viendra parler évidemment de leur expertise, mais on viendra également les former, on viendra également les suivre du point de vue médical. Ce centre d'arbitrage sera situé au complexe sportif Marcel Cerdan de Poissy, proche de l'hôpital. Le site pourrait servir à la préparation des volontaires aux Jeux Olympiques de 2024. Les travaux devraient démarrer en février 2020 avec pour objectif une inauguration en septembre 2021. L'idée, c'est vraiment de créer un centre multifonction avec des équipements sportifs, avec des salles de formation, des salles d'examen, de l'hôtellerie, de la restauration et un centre de recherche aussi sur toutes les nouvelles technologies. S'il y a un vrai besoin aujourd'hui et au final, il n'y a pas de lieu dédié aux arbitres en France. Après plus de 4 mois de crise des Gilets jaunes, le grand débat s'achève. Le Premier ministre Édouard Philippe a présenté une première synthèse des résultats lundi au Grand Palais et a défendu l'initiative devant les députés mardi 9 avril. Avec nous en plateau pour en parler, Didier Bécher, député La République En Marche de la première circonscription des Yvelines. Bonjour. Bonjour. Également avec nous en plateau, notre journaliste de la rédaction, Nicolas Dandry. Bonjour Manon. 1,5 million de Français ont contribué à ce grand débat, mais rapporté à 47 millions de Français inscrits sur les listes électorales. Il y a un fossé. Peut-on vraiment parler de grand débat, Didier Bécher ? Grand par la participation, oui, bien sûr. Moi, je pense aux 500 000 personnes qui se sont déplacées dans les plus de 10 000 réunions qui ont eu lieu. On l'a vu, on l'a senti en tout cas moi sur ma circonscription, il y a une dizaine de réunions, il y a 10 réunions précisément qui ont été organisées, 7 que moi j'ai organisées personnellement ou en tout cas contribué. Et on a vu des réunions avec 300, 400 personnes. On a vu une réunion à Montigny-le-Bretonneux, à Versailles, donc qui mobilisait énormément de personnes et avec un débat avec beaucoup d'autorégulation. Donc moi ça me semble important. Il y avait une envie en tout cas des personnes venues de manière importante et qui avaient envie de débattre entre elles. Donc ça, pour moi, c'est un vrai succès. Alors justement, on va faire le point sur ce grand débat dans les Yvelines avec notre journaliste Nicolas Dandry. Eh bien, nous avons sélectionné 3 communes représentatives un peu des Yvelines, Trappes, Montigny-le-Bretonneux, Rambouillet, et puis les communes aux alentours de Rambouillet. Alors, des villes plus ou moins aisées ou défavorisées, représentant les préoccupations des zones urbaines et rurales. Alors, globalement, il y a des convergences, notamment sur les questions fiscales et de pouvoir d'achat. On retrouve notamment la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, et les personnes ont proposé notamment de financer cette mesure avec la hausse de la TVA sur les produits de luxe. Le rétablissement de l'ISF revient souvent dans les propositions. La réforme aussi de l'impôt sur le revenu. On retrouve aussi des demandes sur la reconnaissance du vote blanc et le renforcement de la décentralisation. Maintenant, si on prend chaque commune, à Trappes, il a été question d'éducation, d'emploi, mais aussi de santé. Dans les revendications, on retrouve le renforcement du rôle des associations dans les décisions politiques et le développement de maisons de santé pour attirer de nouveaux médecins. Du côté de Montigny-le-Bretonneux, il a été question de transition écologique avec
avec la prise en compte de normes environnementales dans la construction de logements. Le sujet des retraites aussi, c'est une population de retraités, Montigny-le-Bretonneux, avec la demande de réindexation par rapport au coût de la vie. Maintenant, si on prend Rambouillet, les préoccupations sont forcément différentes puisque on est en zone rurale et donc ils souhaitent le renforcement des services publics dans les zones rurales et l'élargissement de l'offre de transport en commun pour éviter l'isolement de certains villages, mais aussi pour lutter contre la pollution. Alors je précise que ce sont des propositions sélectionnées, il y en a bien d'autres évidemment, ce sont celles qui ressortent le plus dans ces communes des Yvelines. Didier Béchère, si on revient sur les questions fiscales, parce que c'est la principale préoccupation des Français, Édouard Philippe l'a bien précisé, les Français veulent une baisse des impôts, mais les Français veulent aussi beaucoup de services publics et forcément de la dépense publique. Comment on résout cette équation qui est un peu paradoxale, baisse des impôts, oui, mais beaucoup de services publics? Globalement, dans le grand débat, on retrouve beaucoup d'injections paradoxales. On peut faire plus de services publics de manière mieux organisée, avec plus de présence sur le terrain. Moi, je pense en particulier à toutes les expérimentations qui ont eu lieu sur les maisons de services publics, qui nécessitent de mettre en commun plusieurs services publics à un moment donné, quand on peut être une commune plus rurale où il y a moins de services qui sont présents. Donc il y a moyen de mettre en commun. Mais on voit la difficulté, c'est-à-dire mettre en commun des services publics dans la même maison de service public, ça veut dire 3 statuts différents de la fonction publique, puisqu'il y a trois statuts différents. Et on voit là qu'on va toucher à un sujet de la transformation de la fonction publique, à des économies aussi potentiellement de la fonction publique. Et c'est ça qu'Olivier Dussopt, le ministre en charge, est en train de travailler et négocier avec les organisations syndicales de la fonction publique. Donc c'est pas forcément antinomique. Moi, je regarde aussi sur la fiscalité. J'ai vu qu'il y avait évidemment un ras-le-bol fiscal, mais ça c'est le déclenchement des Gilets jaunes. Mais il y a aussi beaucoup d'éléments de la compréhension à quoi sert la fiscalité et à quoi servent mes impôts. Moi, j'ai le souvenir particulier à Versailles, dans la même réunion, vous aviez ceux qui étaient pour mettre l'impôt pour tout le monde, donc commencer, même si c'est 1 euro d'impôt à payer, mais en tout cas faire une progressivité complète de l'impôt, et des gens qui disaient non, pas du tout, il faut rien toucher, et plutôt augmenter les tranches supérieures. Donc il va falloir trouver à un moment donné, je pense que le point d'atterrissage, il devra aussi concerner majoritairement les classes moyennes. C'est aussi ça qu'on va regarder sur ces tranches des classes moyennes, peut-être pour l'étendre un peu plus, mais qui dit étendre pour les classes moyennes, dira forcément qu'il faudra aller chercher l'argent quelque part, peut-être sur l'IFI à augmenter à un moment donné. Il y a des pistes qui sont sur la table. On verra. Retour d'ISF, moi, encore une fois, j'y crois pas. J'ai un avis personnel, en tout cas, je vois pas bien l'intérêt, parce que quand il y avait l'ISF, les frigos étaient pas plus pleins. Donc c'est pas vraiment le sujet. Par contre, peut-être un étalement des tranches pour que la classe moyenne soit moins taxée. Ça, c'est quelque chose qui est très présent. Il y a la TVA aussi. Quand vous regardez les chiffres au niveau national, et honnêtement, nos circonscriptions urbaines, elles sont très très proches du niveau national. On a des éléments quand même qui parlent beaucoup de la TVA, peut-être la TVA sur les produits de première nécessité. Voilà, c'est des éléments qui sont présents. Merci Nicolas pour ces précisions fiscales. Autre point, il ressort un besoin de transformation, de changement institutionnel comme la reconnaissance des votes blancs ou encore le rôle essentiel du maire. Faut-il renforcer le pouvoir des collectivités ? Je ne sais pas si c'est une question de pouvoir des collectivités. C'est qu'à un moment donné, cet exercice, il a montré qu'il y avait une appétence très très forte des Françaises et des Français à participer au débat. Et quand vous regardez les résultats du grand débat, il parle d'ailleurs souvent du référendum au niveau local, donc être plus impliqué dans les décisions locales. Nous, on a proposé d'instaurer ce qu'on appelle les lois, on va dire citoyennes, pour faire très très simple, mais la possibilité pour un certain nombre de citoyens, il faudra définir le nombre, si collectivement ils veulent travailler un sujet, d'être en capacité de proposer une loi plutôt que d'être sur un référendum sur un sujet. Donc ça, c'est des avancées effectivement qui pourraient être proposées demain, et j'espère en tout cas. Ce qu'on peut dire, c'est que le grand débat, c'est aussi quelque chose qui devra continuer à exister. S'il y a autant de monde qui s'est déplacé, en tout cas sur nos communes, c'est ce qu'on a vu, et en particulier moi sur ma circonscription, on est 42e en termes de participation au niveau français, et on est numéro 2 dans les Yvelines. Donc ça veut dire que sur cette première circonscription des Yvelines, il y a eu une très forte appétence au débat. Donc il faudra probablement que cet exercice où les élus rendent des comptes face aux citoyens soit poursuivi. Moi, je suis pour avoir un grand débat national tous les ans, par exemple, où on rendra des comptes sur notre action au Parlement chaque année auprès des citoyens. Alors, une des revendications des Gilets jaunes, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, pourtant absent, finalement, du grand débat. Oui, je crois que c'est pas quelque chose qui est sorti de manière importante. Moi j'ai entendu surtout mieux comprendre les lois qui étaient travaillées au niveau du Parlement. Et encore une fois, ce que je disais juste avant, c'est-à-dire rendez-nous des comptes, venez débattre avec nous de la manière dont vous avez
mis en place les lois, ce que vous avez finalement retenu dans un texte de loi, venez en débattre avec nous, faites de la co-construction. Et ça, c'est des éléments qu'on retiendra probablement. Alors, autre point de convergence entre ce mouvement des Gilets jaunes et leurs revendications et la restitution du grand débat, notamment donc dans le secteur de la santé, dans les zones plus rurales. Comment comptez-vous pallier à cette désertification ? Vous savez, on parle beaucoup de la désertification dans les zones rurales, mais dans les zones très urbaines, comme la première circonscription des Yvelines, je peux vous assurer que vous avez exactement les mêmes problématiques pour trouver un médecin généraliste ou un spécialiste. Donc là, il y a des décisions fortes qui ont été prises, qui commencent par la suppression du numerus clausus, qui n'aura effectivement pas un effet dès la semaine prochaine, mais qui dans les 5 à 10 ans aura son effet, c'est-à-dire plus de médecins qui sont formés et qui vont permettre d'irriguer beaucoup plus les territoires. Ça renvoie aussi à la question de comment on place nos médecins dans les différents territoires. On ne peut pas avoir tous les médecins qui postulent en région parisienne exclusivement. Et donc là, dans la loi santé, il y a effectivement des éléments qui répondent à ce point-là. Et une question ultime après la restitution de ce grand débat, le gouvernement est-il vraiment en connexion avec les attentes du peuple français ? Enfin, honnêtement, pour avoir fait 7 réunions sur les 10 de ma circonscription, j'ai même souhaité faire des réunions avec les organisations syndicales professionnelles de salariés. J'ai fait des réunions avec les jeunes. Et là aussi, c'est intéressant parce que quand vous regardez le résultat des réunions avec les jeunes, on parle beaucoup plus d'emploi, de formation, d'orientation et de chômage, d'inégalités liées au chômage. Donc c'est très intéressant. Donc oui, je pense qu'on est très fortement connectés grâce à cet exercice de dialogue citoyen particulièrement. Le président Emmanuel Macron s'exprimera dans le courant de la semaine prochaine pour faire connaître ses décisions. Didier Bécher, restez avec nous, on passe tout de suite au reste de l'actualité de la semaine. Et on reste sur l'une des préoccupations des Français, le travail, amener les bénéficiaires du RSA à l'emploi. C'est la mission de l'agence d'insertion professionnelle du département Activity. Lancée en 2015, l'agence compte un nouvel adhérent, 50 ans en Yvelines. Reportage de Mélanie Poquet et Nicolas Dandry. Activity a un nouvel adhérent. L'agence d'insertion professionnelle du département accueille depuis hier l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Le territoire de Saint-Quentin, c'est avec le territoire de la vallée de la Seine, le territoire où il y a à la fois le plus grand nombre de bénéficiaires du RSA, mais aussi où il y a le plus grand nombre d'entreprises. Il y a un dynamisme entrepreneurial qui est très marqué, une volonté de la communauté d'agglomération d'accompagner, d'avoir une vraie compétence emploi et de la prendre à bras-le-corps. Saint-Quentin en Yvelines, c'est 17 000 entreprises et plus de 23 000 postes non pourvus. Activity travaille sur des remises à niveau et des qualifications de personnes éloignées de l'emploi. Je vais rentrer au conseil d'administration, donc déjà on va avoir un regard croisé de notre territoire par rapport à ce qu'eux ils amènent et puis nous, qu'est-ce que nous pouvons apporter. On sait qu'on a des poches très complexes au niveau des 12 communes, on sait qu'on a des quartiers, on a eu 8 QPV sur notre territoire. Sur ces 8 QPV, on sait bien qu'il y a des actions qui sont menées et plutôt bien menées. Il y en a d'autres qui demandent à être revitalisées. Dans ces quartiers prioritaires, 5% des actifs ont un faible niveau de qualification. Saint-Quentin en Yvelines représente plus de 26% de l'emploi sur le département. Didier Bécher, où en sommes-nous des emplois francs qui, je le rappelle, sont une réponse aux barrières à l'emploi que peuvent rencontrer de nombreux habitants des quartiers défavorisés ? Alors déjà, la bonne nouvelle sur les emplois francs, c'est qu'on a décidé de les étendre. Donc Saint-Quentin en Yvelines ne faisait pas partie du territoire d'expérimentation sur les emplois francs, donc c'est le cas maintenant. Donc on va pouvoir, en plus de l'arsenal classique du travail qu'on peut faire avec le plan 1000 jeunes, dont on a déjà eu l'occasion de parler, en tout cas faire ce travail de rapprochement des entreprises avec l'aide de Pôle emploi et d'un certain nombre d'acteurs associatifs, on va avoir maintenant l'incitation fiscale qui est très intéressante, puisque si vous embauchez un jeune d'un quartier politique de la ville, vous avez 15 000 € d'aide qui vous est versée si vous embauchez quelqu'un en CDI. Donc ça, c'est un élément qui est important. Je pense qu'il ne faut pas minimiser les effets de l'inclusion économique. C'est-à-dire qu'il faut travailler beaucoup plus avec les entreprises pour leur faire mieux comprendre les profils que nous avons. Parce que le RSA, à un moment donné, c'est un parcours compliqué et vous n'allez pas être en contact directement avec une entreprise. Donc il y a un travail très important à faire pour comprendre les besoins des entreprises et travailler cette intermédiation entre les bénéficiaires, les gens qui recherchent un job à un moment donné, et les entreprises qui recrutent. Et là, on a du progrès, honnêtement, à faire sur ce terrain-là. Merci Didier Bécher. Je le rappelle, vous êtes député La République En Marche de la première circonscription des Yvelines. Merci d'être venu sur le plateau.
Que vais-je faire cet été? La grande question des étudiants et lycéens. Ils avaient rendez-vous jeudi à Bois d'Arcy pour tenter de trouver un job d'été. Un forum était organisé par Yveline Information Jeunesse. Les jeunes candidats avaient la possibilité de rencontrer des recruteurs de divers milieux. Des rencontres entre des employeurs et des jeunes. Organisé par le réseau départemental Information Jeunesse, ce forum Job d'été a réuni près de 25 recruteurs dans la salle des fêtes de Bois d'Arcy. C'est vrai que c'est un pas vers l'autonomie, c'est-à-dire leur première expérience professionnelle qu'ils peuvent valoriser sur leur CV. Et puis pour certains, c'est aussi financièrement pouvoir financer leur permis, pouvoir financer leurs vacances ou d'autres projets. Ces postes saisonniers sont accessibles dès l'âge de 16 ans. Ce type de forum est toujours un rendez-vous très attendu par les jeunes travailleurs. Je cherche pour gagner de l'argent et me divertir. J'ai quasiment 3 mois de vacances, du coup ça sert à rien de les passer à rien faire en fait. Cet été, je vais devenir majeure, donc partir en vacances sans ses parents, il faut automatiquement de l'argent. Différents secteurs d'activité étaient représentés parmi les recruteurs de la grande distribution, des enseignes de commerce, d'hôtellerie-restauration et la mairie de Bois d'Arcy. Nous recherchons un poste en voirie, donc pour les services techniques. Nous recherchons 4 jeunes pour le mois de juillet, 4 jeunes pour le mois d'août. La voirie, c'est autant pour les filles que pour les garçons. Il faut juste être volontaire et courageux. Prochain rendez-vous pour les jeunes à la recherche d'un job d'été le 15 mai à Champleau-les-Vignes. Manger mieux avec des produits locaux, la grande préoccupation des citoyens. Une soirée sur l'agriculture était organisée mercredi à Thoiry. Des élus, des associations ainsi que des acteurs agricoles se sont réunis pour réaliser un bilan sur la plaine de Versailles et imaginer les contours de l'agriculture de demain. Michael Elmidoro. Les acteurs du monde agricole yvelinois ont pris la parole ce mercredi 10 avril au château de Thoiry. Une centaine de personnalités de la plaine de Versailles sont venues faire un état des lieux de leur territoire à travers des conférences. L'objectif était de faire le bilan de ce qui a été fait depuis 10 ans et se donner des perspectives pour les prochaines années. L'avenir, il est passionnant et il demande beaucoup d'intelligence collective. Il est passionnant parce que les défis environnementaux, ils ne sont pas à l'autre bout de la planète, ils sont aussi à côté de chez nous. Dans la salle des élus de 27 communes de la plaine de Versailles, parmi eux des hommes politiques de Saint-Quentin-en-Yvelines, un territoire composé à 20% de terres agricoles qui compte devenir acteur de l'agriculture de demain. Saint-Quentin-en-Yvelines peut intervenir, par exemple, dans le cadre de l'accompagnement pour des nouvelles installations ou pour des conversions vers l'agriculture biologique. Elle peut aussi intervenir pour favoriser le développement de points de vente pour les circuits courts, pour une plus grande proximité entre les producteurs et les consommateurs. Elle peut aussi intervenir en coordination avec les communes, puisque c'est pas sa compétence directe, sur l'alimentation locale au niveau de la restauration collective. Des politiques mais également des particuliers sont venus à Thoiry. C'est le cas du fondateur de la biscuiterie Les Deux Gourmands installée à Crépierre depuis 2012 et qui compte aujourd'hui plus de 400 points de vente en local. À terme, j'ai vraiment la sensation qu'on est en train de créer un endroit, un lieu, un territoire qui sera à terme exemplaire, j'en suis persuadé, sur le mieux produire et le mieux consommer. Le prochain bilan de l'agriculture en plaine de Versailles est programmé pour l'année prochaine. C'est une première pour les pompiers de Magny-les-Hameaux. 9 d'entre eux se sont rendus ce mardi sur le site du distributeur électrique Enedis à Guyancourt dans le cadre d'un partenariat. Michael Elmidoro les a suivis. C'est une première pour les pompiers de Magny-les-Hameaux. 9 d'entre eux se sont rendus ce mardi 9 avril sur le site du distributeur électrique Enedis à Guyancourt dans le cadre d'un partenariat. Ils ont découvert à cette occasion un poste source, un grand transformateur qui permet d'abaisser la tension électrique. Objectif, créer une coopération pour la prévention des risques. Pour leur expliquer le chemin de l'électricité, à quel moment on peut être amené à intervenir nous pour couper l'électricité si jamais il y a un risque important sur une zone et de quelle façon les pompiers pourront intervenir avec notre appui en cas d'incident. Pendant la visite, les visages sont concentrés. Les responsables d'Enedis sont présentés pendant toute la matinée les différents secteurs de ce site qui dessert l'électricité dans la zone de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Versailles. Ça nous sert énormément. Donc déjà de voir concrètement le site, son fonctionnement et après d'avoir un échange avec les acteurs, on va dire un échange physique avec les acteurs et ça c'est toujours très intéressant. C'est un vrai plus et c'est toujours mieux quand on comprend bien les
les choses. Voilà. Et sur les interventions, ça peut nous aider également. Ce type de visite est organisé 1 à 2 fois dans l'année dans le cadre d'un partenariat renouvelé tous les 3 ans. Le soleil refera son apparition ce week-end. Vous aurez peut-être l'envie de profiter de votre jardin, de lui redonner une seconde vie. Nos journalistes Marilène Yapichino et Mickaël Elmidoro sont partis recueillir pour vous des conseils jardinage. Je voudrais de la lumière dans mon jardin d'hiver. Transformer son jardin d'hiver pour le printemps. Première étape, son gazon, pour lui redonner un petit coup de verre, un peu d'engrais. On va se créer des lignes droites dans notre gazon. Et là, c'est le geste auguste du semeur. Le paysagiste effectue 2 passages, un premier par ligne, puis dans la perpendiculaire. Cela permet une répartition homogène et d'éviter la catastrophe, la brûlure de sa pelouse. Une opération à effectuer fin février et à renouveler en septembre pour un meilleur entretien. On voit un gazon qui repart quand même bien. Il n'y a pas trop de mousse parce qu'il a ses 2 apports d'engrais par an. Et pourtant, on est à un endroit où on a une terre argileuse. Si la terre argileuse du bassin yvelinois n'est pas des plus propices aux belles pelouses, elle est en revanche idéale pour les arbustes. N'hésitez pas à leur faire de la place dans vos massifs, mais avant plantation, on l'habille son arbuste. Habiller, c'est le retailler légèrement avant la plantation pour qu'il émette du bois et de la racine. Une fois ses branches mortes coupées, on peut le sortir de son pot pour vérifier et déployer légèrement ses racines. En blanc, vous voyez, c'est un végétal qui se porte très bien, c'est ce qu'on appelle des radicelles, c'est-à-dire les nouvelles racines. Et à partir du moment où on a une présence importante de radicelles, c'est que l'arbuste il est prêt à s'installer et il va partir très rapidement. Lorsque vous creusez, une astuce, créer une cuvette pour faciliter l'arrosage. Si on ne fait pas cette cuvette, l'eau va tomber et ne restera jamais au contact de la plante. L'idée, c'est vraiment d'amener l'eau à la racine. L'idéal pour une nouvelle plantation est un arrosage 2 fois par semaine de l'équivalent d'un seau d'eau. Pour sa toute première tétée, la plante a même besoin d'un arrosage jusqu'au refus. Il faut attendre ce phénomène pour considérer que l'arrosage est bien réalisé. Enfin, n'oubliez pas vos plantes qu'il faut rabattre, comme ce romarin qui a besoin de petites coupes. Vous pouvez toujours les garder pour votre premier barbecue de l'année. On passe tout de suite au reste de l'actualité en Ile-de-France avec nos confrères de Via Grand Paris. Paris porte l'ambition d'une métropole intelligente, innovante et stimulante pour une nouvelle économie dans laquelle se développent en harmonie les grands groupes et les jeunes pousses. Paris, capitale européenne des startups, un reportage de nos confrères de Via Grand Paris. Clarisse Merlet vient de se lancer dans le monde du travail. Ancienne étudiante à l'École nationale d'architecture, elle a créé sa start-up. Son activité, réutiliser le textile en matériaux. Les habits récupérés sont broyés et mélangés à une colle écologique. Ils sont ensuite agglomérés pour en faire des briques. J'ai créé et développé ce matériau qui est une brique de textile recyclé qui permet de faire des cloisons isolantes en acoustique et en thermique. Alors les premiers clients ce sont des chaînes d'hôtels ou des chaînes de magasins pour des commandes d'aménagement intérieur, de mobilier ou de cloisons. Si le recyclage des déchets peut être source d'innovation, le secourisme aussi. En France, seulement 2 personnes sur 10 sont formées aux gestes qui sauvent. Un retard qui donne une idée à Emmanuel Bourset. Il fonde avec d'autres un seul geste. Le principe, se servir de la réalité virtuelle pour former la population. On propose des formations immersives. Les participants ont un masque de réalité virtuelle sur la tête et on va les mettre en situation. Derrière, ça les prépare mieux à agir et le jour où on va devoir faire peut-être un massage cardiaque ou une position latérale de sécurité, on va être plus à l'aise, mieux préparé parce qu'on l'aura fait dans des conditions du réel. En France, les startups poussent comme des champignons. Si l'écosystème est propice à la création d'entreprises, l'accompagnement reste un enjeu crucial pour les startups qui veulent prospérer. Paris & Co est un incubateur qui gère 14 programmes d'incubation. Nous, on a accompagné l'année dernière plus de 450 startups en 2018. Elles ont levé plus de 200 millions d'euros pendant l'année 2018. Donc c'est vraiment des chiffres assez extraordinaires et une tendance en croissance par rapport à l'année précédente. Aujourd'hui, plus de 10 000 startups innovent en France. En 2022, elles pourraient être plus de 12 000 et créer 400 000 emplois.
C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Vous pouvez retrouver l'émission en replay sur notre site internet tv78.com. Retour de l'information lundi dans le 7-8 journal à 18h. D'ici là, passez un excellent week-end.